On va démarrer la dernière table ronde de la journée qui va durer environ 45 minutes. On va essayer de laisser quand même pas mal de temps pour les questions. Voilà, une table ronde sur le Dance Living Lab. Avant de démarrer, juste je tenais à excuser Aurélie Juré qui devait être présente aujourd'hui mais qui ne sera pas là. Mais tout le travail qu'elle a accompli évidemment avec Jean-Baptiste et Sabine sera transmis aussi pendant cette table ronde. Donc là, en fait, on va parler d'un exemple très concret d'une structure, donc le Dance Living Lab, qui porte des actions de terrain pour améliorer la prise en compte de la santé des artistes, et dans ce cas précis, des danseurs. On a évoqué en fait cette structure un peu en filigrane plusieurs fois dans la journée, notamment Arnaud tout à l'heure dans une table ronde précédente. Ici, on va aborder plusieurs points, le fonctionnement de votre structure, vos objectifs, mais aussi un petit peu les retombées, puis la perception de vos actions par les danseurs que vous accompagnez. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, on va garder un temps pour les questions à la fin, mais avant de continuer, je vais peut-être quand même laisser mes intervenants se présenter. Allez-y. Eh bien, bonjour, je suis Jean-Baptiste Colombier, je suis kiné, préparateur physique du Malandin Ballet Biarritz. Et voilà, c'est tout. Je suis spécialisé uniquement dans les soins du danseur. Voilà. Je ne sais pas s'il est allumé. Ou pas. Oui. Je suis Sabine Oxandabury, je suis coordinatrice au sein du Dance Living Lab. Ok, alors pour commencer, première question déjà, si vous pouvez un petit peu nous expliquer l'historique de cette structure, comment vous l'avez créée, pourquoi Je pense que ça a été un petit peu évoqué aujourd'hui, mais effectivement c'est Thierry Malandin qui a l'initiative en fait d'un pôle médical pour ces danseurs il y a une dizaine d'années, puisque c'était un secret de polichinelle concernant la fragilité entre guillemets des danseurs, enfin comme quoi la blessure pouvait arriver. Mais un jour, pour la petite histoire, sur 18 danseurs, 7 ont dû s'arrêter en fait à cause de blessures. Donc clairement, là, ça mettait en péril la compagnie, les créations, enfin l'intégrité de l'œuvre artistique. Donc ça l'a conforté donc dans sa volonté de mettre en place un pôle médical donc, qui a été construit donc, autour de Jean-Baptiste qui est là, d'Aurélie donc, qui est excusée, et de Romuald, un ostéopathe donc, qui intervient aussi auprès des danseurs. Voilà, et ensuite, en fait, assez rapidement, on s'est aperçu que au départ, on traitait vraiment juste les pathologies pour essayer de soigner pour que ça aille mieux. Et en fait, on est rentré en fait dans un mouvement d'une dynamique plus profonde, de meilleure compréhension du danseur, de son monde, de son milieu. Voilà, et au bout de 4 ans où on avait à peu près mis à plat à peu près toutes les blessures qui traînaient depuis lors. En fait, on s'est vraiment posé la question de notre action, de la légitimité de notre action, dans le sens où c'est sûr que si on ne fait que soigner, en fait, on fait que courir après un problème. Voilà. Donc on s'est dit bon, peut-être qu'on va travailler, on va prendre le problème à bras le corps et on va commencer vraiment à travailler dans la prévention, en amont des problèmes. Voilà. Et donc ouais, du coup l'expérience se faisant, que ce soit donc Jean-Baptiste ou Aurélie, ils ont été donc de plus en plus sollicités pour savoir comment tu traites telle pathologie. J'ai essayé tel protocole, ça fonctionne pas. J'ai mis ça en place, mais c'est pas pérenne, c'est pas, enfin voilà. Et du coup, face à ces demandes et aussi la volonté de partager l'expérience, on a été obligé en fait de structurer tout ce travail, et c'est comme ça qu'est né donc le Dance Living Lab. Ok, et donc effectivement, donc cette structure maintenant, le Dance Living Lab, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son inscription dans le territoire? Est-ce qu'elle rayonne au-delà du Malandin, et puis sur sa structuration aussi en soi, comment elle se positionne? Alors voilà, le Dance Living Lab, l'idée c'était vraiment de structurer tout ça comme vous l'avez dit. Ce qui est important dans le nom de notre asso, c'est Living Lab, parce que c'est vraiment une méthodologie de travail qu'on a appliquée.
C'est Séverine des Bailles de Biarritz qui nous avait guidés sur cette méthodologie. L'idée, voilà, c'est d'avoir un travail participatif, de créer du réseau et pour pouvoir donc partager. Et pour nous, c'était évident de travailler voilà, de manière participative. Et aujourd'hui, voilà, on a créé une association qui existe, parce que bien évidemment, il y avait besoin tout simplement d'un lieu de travail, de s'inscrire sur le territoire de manière administrative, pouvoir facturer, toutes ces choses essentielles dont on a besoin. Et ça nous a permis donc d'asseoir la position du Dance Living Lab aussi bien sur le territoire local, puisque Jean-Baptiste travaille également avec le conservatoire, avec d'autres écoles de danse, etc., etc. Et ça nous permet également de travailler avec d'autres structures, que ce soit au niveau national ou même européen ou international aujourd'hui. Ce qu'il faut bien voir, et c'est vrai que ça fait un peu le lien avec la question précédente, c'est que dès le départ, on n'avait pas forcément le mot Living Lab en tête, mais c'était notre méthodologie en fait, dans le sens où Aurélie comme moi ou comme Romuald, on vient pas du tout du milieu de la danse, et au départ c'était vraiment une tare, c'était vraiment un gros défaut, et au fur et à mesure c'est devenu une force, dans le sens où en fait dès le départ on a dit on veut bien prendre en charge vos danseurs et tout comme ça, on veut bien essayer de les soigner, mais si on comprend pas, on n'y arrivera pas. Donc du coup, on a besoin de vous pour pouvoir avancer. On ne peut pas parachuter des solutions théoriques. Et donc, on est allé voir. Moi, j'ai passé 2 mois dans les salles de classe pour voir un petit peu comment ça se passait. Je suis même allé jusqu'à prendre des cours de danse. Voilà. Et pareil, et ça marchait pour les danseurs, mais il y a eu un énorme travail en dessous avec l'administratif également. Pareil, parce que des solutions, on en avait à l'appel, mais qui soient pratiquement faisables, là par contre c'était un peu plus compliqué. Voilà, et donc du coup, on a fait dès le départ, on a commencé vraiment à travailler avec l'administratif en disant on a peut-être pensé à quelque chose pour que ça aille mieux. Les danseurs sont plutôt chauds. Est-ce que concrètement ça pourrait se faire? Voilà. Et donc oui, non. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Voilà. Et Jean-Baptiste, vous me parliez en amont du coup du rayonnement qu'avait pris le Dance Living Lab, le rayonnement même local, régional même, qui était très fort. Oui. Alors en effet, ça c'était un peu alors nous, on a la chance d'avoir commencé par la grande porte, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler directement avec les professionnels. Mais le ballet par lui-même a vocation de diffuser et a vocation de faire rejaillir son travail auprès du territoire, au moins de la localité. Et c'est vrai que avec toutes les recherches qui nous a été permis de faire, c'est vrai que c'était dommage de le cantonner uniquement à nos danseurs. Et donc assez rapidement on s'est dit mais peut-être que ça peut être aussi une chance, en se disant on a besoin déjà d'avoir plus de danseurs pour pouvoir plus essayer, plus mettre en place nos protocoles et tout. Et donc pourquoi ne pas aller dans les écoles de danse, dans les écoles pré-professionnelles, dans le conservatoire avec lequel on travaille super bien actuellement. Voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, on retrouve un petit peu tout ce bassin de cette population qui est hyper intéressante. Je passe aussi aux intermittents, bien sûr, voilà, et aux micro-compagnies. Merci. Et donc aujourd'hui, le Dance Living Lab, en préparant un peu cette table ronde, m'avait parlé de 2 axes différents. Que vous vouliez développer. En fait, il y a sur l'association Dance Living Lab, en fait, on travaille sur 2 axes différents. Un qui va nous concerner plus particulièrement aujourd'hui, mais un qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est tout ce qui va être la danse pour la santé en fait. Jean-Baptiste va rentrer après dans le détail pour tout ce qui est la santé pour la danse, mais on a aussi vocation à mettre en place des ateliers de danse santé. On en a déjà mis en place notamment avec la maison d'arrêt de Bayonne, où on a mis en place des ateliers, là il y a un atelier hip-hop qui vient de se faire, où là en l'occurrence c'était Aurélie qui était en lien avec avec le service médical de la maison d'arrêt de Bayonne pour avoir une petite photo des pathologies les plus rencontrées en maison d'arrêt chez les détenus,
Et on a créé, enfin le chorégraphe a créé son contenu pédagogique en prenant en compte ces pathologies. L'idée était de pouvoir créer une petite routine dansée pour les détenus, pour qu'ils puissent, là en l'occurrence c'était beaucoup axé sur le dos à cause d'une literie qui était pourrie, et donc les détenus souffraient pas mal du dos, donc là il a axé en fait son contenu chorégraphique pour que les détenus puissent se dédier le dos. Voilà. Donc ça c'est vraiment la partie danse pour la santé, et je pense que tu peux développer. Oui, donc la partie santé pour la danse, santé pour le danseur. Voilà. Donc bien sûr, en premier lieu, ça va être toute notre action au niveau du soin du danseur et de mettre en place des protocoles donc du coup de soins, mais aussi de prévention. C'est le premier axe. Et donc ces protocoles, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, s'ils ne sont pas sortis du chapeau, c'est-à-dire qu'on on a tout un travail de recherche en amont à faire, une recherche bibliographique, sur qu'est-ce qui se fait actuellement dans d'autres pays, dans d'autres structures. Là. Et ensuite, il faut en parler en fait. Ensuite, il y a tout le travail de coworking qui se met en place, à savoir venir repérer les danseurs qui sont intéressés pour y participer, les impliquer, avoir un lien avec l'administration, avoir un lien également avec d'autres instances qui seraient susceptibles de nous aider ou de participer. Voilà, donc ça ça fait partie de nos attributions. Après, pour la santé du danseur, je pense, j'ai pas mes notes, donc voilà, en fait il y en a beaucoup, c'est ça. Voilà. Donc du coup, également, on a, du coup, en fait, paradoxalement, on se met avec toutes ces recherches, on arrive à centraliser un certain nombre de données et de savoirs, je veux dire. Et donc, pareil, ce serait bête de le garder pour nous. Donc du coup, on s'est dit assez rapidement qu'une mission de formation dans la santé du danseur serait hyper intéressante et importante. Donc, on s'est mis à former des professionnels de santé sur les questions de la santé du danseur. Voilà. Et enfin, là aussi, ça a été un peu une suite de ce rayonnement. En fait, on a des structures ou des compagnies qui nous ont demandé des conseils ou du consulting, on va dire, pour mettre en place leur solution de soins. Voilà. Alors du coup c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec nos gros sabots en disant voilà il faut faire ci, il faut faire ça et puis ça va rouler, vous allez voir. Mais en gros c'est arriver à faire une espèce d'audit de la compagnie, de ses besoins, voilà, et de se dire ok, de quoi est-ce que la direction a besoin, ou de quoi elle a besoin d'être sûre, voilà, de quoi est-ce que les danseurs ont besoin, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont formées dans le bassin d'agglomération autour de la compagnie ou autour du théâtre, voilà. Et ensuite, quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre, voilà. Et sous quelle fréquence, tout comme ça. Voilà. Donc c'est un travail qui là aussi est passionnant parce qu'il faut arriver à créer ensemble, et ça c'est hyper intéressant. Et là où c'est très important, c'est que tous les succès qu'on a pu noter ne dépendaient pas que des danseurs, ne dépendaient pas que du pôle médical, mais dépendaient aussi de l'implication de tout ce qu'on va dire, tout ce qui est administratif en fait. Clairement, le fait qu'il y ait un pôle médical au sein du Malandin Ballet, c'est aussi grâce à la direction qui a souhaité mettre ça en place. Aujourd'hui, les succès qu'on rencontre et là où on arrive à mettre en place des solutions pérennes, c'est quand il y a une implication des directions, voilà, ça se fait pas que sur la partie pratico-pratique du danseur qui se fait soigner. C'est tout il y a toute une chaîne à mettre en place par rapport à ça. Dans tous les cas, la réflexion doit se faire, et c'est pareil, c'est l'essence du Living Lab, c'est la réflexion se fait autour de l'usager. On va réfléchir de quoi le danseur va avoir besoin, sachant qu'un danseur salarié, un danseur intermittent, un danseur classique, un danseur hip-hop va pas forcément avoir les mêmes besoins. Donc la question va se poser vraiment à la source, et ensuite nous, grâce à notre réseau, on va aller chercher toutes les personnes qui peuvent nous aider pour mettre en place des protocoles de prévention, des protocoles de soins, voilà.
pour donner juste un exemple, quand on est arrivé au Malandin Ballet Biarritz, le ressenti des danseurs, donc par la réalité, le ressenti c'était que ils étaient en bas de la chaîne, c'était que des pions qui étaient tout en bas et tout, et en haut il y avait Thierry Malandin, le maître, le seul, c'est comme ça. Il y a Georges qui n'est pas d'accord, mais si c'était le ressenti des danseurs, j'ai pas dit que c'était son ressenti à lui. Et ensuite il y avait l'administratif, les maîtres de ballet, et voilà. Et donc du coup les danseurs se sentaient un petit peu à la base d'un système dont tout le système dépendait, mais en même temps ils se sentaient très incompris ou pas forcément écoutés. Et c'est vrai que refaire ce cercle autour du danseur, ça a permis, je pense, du moins au niveau des danseurs, de se sentir beaucoup plus considérés, écoutés, et du coup de danser avec beaucoup plus de la tête beaucoup plus libre et comment dire, d'inspiration. Voilà. Donc oui, vous parliez de mettre aussi le danseur donc au centre, et j'avais une autre question, c'est est-ce que ces danseurs, est-ce qu'ils vous ont fait part de certains besoins auxquels vous avez dû répondre? Alors je vais revenir sur le contexte plutôt de la crise sanitaire, en sortie de confinement, est-ce qu'ils vous ont exprimé des besoins ou des difficultés? Alors, au niveau de la gestion de la Covid, c'est sûr que s'il y a bien un moment où s'est révélé l'utilité d'un staff médical, ça a été à ce moment-là, surtout pour la direction, je pense. Parce que, vu l'incertitude qu'il y avait, vu le nombre, enfin, toutes les difficultés de communication et la fiabilité de ces informations, c'est sûr que nous, alors, moi je suis pour rien pour le coup, c'est vraiment Aurélie qui a tout fait. Elle a fait un énorme travail de recherche, d'actualisation des connaissances et tout, pour pouvoir, et ensuite vulgarisation auprès des danseurs, auprès des danseurs, pour les rassurer, pour leur dire voilà, on va dans cette direction là pour l'instant, bien qu'on connaisse ça, de ça on est sûr, ça de ça on n'est pas forcément sûr, mais je pense que la meilleure destination, la meilleure direction, c'est par là. Voilà. Et ensuite pour l'administratif, mais bon, ça je pense que moi j'étais pas trop dans cette boucle là, mais je pense que pour l'administratif elle aurait été d'un secours précieux, parce que pareil, c'est elle qui faisait un peu image de référence en disant bon, voilà, on a tout ça, on trie l'info, et derrière la meilleure démarche à suivre, ça sera celle-là. Voilà, toujours en étant là aussi chevillé avec la médecine du travail. Voilà. Il faut dire aussi que ça a été aussi le point de départ d'un travail de réflexion autour de tout ce qui était directive au niveau national. Aurélie a fait partie des 3 médecins qui ont été choisis pour réfléchir ensemble sur la gestion Covid, sur les danseurs et les circassiens. Voilà, donc vous avez dû voir passer de ces papiers certainement. Voilà, ça c'était le premier point. Et d'un point de vue plus pratique, nous qui nous concernait par rapport aux danseurs, donc là vous demandiez par rapport aux danseurs, ça a été un arrêt. Il faut savoir qu'un danseur qui ne danse pas, il ne s'exprime pas, donc du coup forcément il ne vit pas ça forcément très très bien. Et bien en fait c'est pareil, il a fallu réinventer, il a fallu discuter, il a fallu trouver des solutions ensemble, et donc ainsi qu'avec l'administratif. Donc, du coup, assez rapidement, les danseurs avaient à disposition une barre et un tapis pour chez eux. Moi, j'étais responsable de tout ce qui était conditions physiques. Donc, on a utilisé de nouveaux outils, des chaînes YouTube, des comptes Instagram et tout pour diffuser de l'information. Et paradoxalement, ça a beaucoup servi. Ça a beaucoup servi à d'autres danseurs. Voilà, et on a eu de bons retours là-dessus. Voilà. En fait, c'est un travail qui a été initié pour les danseurs du Malandin Ballet Biarritz, mais on a pu le diffuser à plus grande échelle via une chaîne YouTube, via des cours où on faisait venir les intermittents, qui, tout en respectant les gestes barrières, en limitant le nombre de personnes, qui puissent pratiquer, même s'ils ne montaient pas sur scène, pour qu'ils puissent voir d'autres personnes, pour qu'ils puissent... Donc il y a eu tout un rayonnement qui s'est fait tout le temps de la gestion de la crise et du confinement. Donc voilà. Il y a encore la chaîne YouTube si vous voulez voir JB faire la prépa physique. On fera ça ensemble. Voilà. Voilà. Non, et c'est vrai que
au sortir de la crise, on a vraiment été frappé par la détresse physique. Bon, moi, je m'occupe plutôt du physique. Et psychologique de la population qui est à côté de nous, donc du coup les intermittents dont on s'occupe aussi, voilà. Et c'est vrai que c'était très dur, c'était vraiment très dur cette détresse à se dire il faut que je reprenne, mais en même temps j'ai tous mes doutes, physiquement je suis à la rue, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et c'est vrai que là je pense que enfin, c'est pas pour s'envoyer des fleurs, mais le ballet a bien répondu présent dans le sens où on a rapidement mis à disposition une salle de classe. On n'avait pas de professeur attitré, mais pareil en collaboration, on a dit bah voilà, allez, on s'est réunis, on est 5, on a 5 danseurs, on vient d'univers très différents, du hip-hop, du cabaret, notre danse contemporaine, on fait une classe ensemble et voilà. Et même si le contenu n'était pas hyper pointu, voilà, c'était qu'une reprise. Voilà. Et au final, ce qui aurait été le plus précieux et ce qui aurait fait le plus avancer ces gens-là, ces personnes-là, c'était de parler ensemble, de dire hey, est-ce que c'est difficile pour toi? Ah oui, ok, pour moi aussi, ça tombe bien. Voilà. Et donc du coup de partager ça. Ça faisait un peu, vous savez, les réunions de mères ou de parents en détresse, un petit peu, ça faisait un peu la même chose. Voilà. Et clairement, le confinement a accéléré la création, la structuration du Dance Living Lab, en fait, parce que c'est là qu'on a vu l'ampleur des besoins, en fait, au sein des danseurs, au sein des structures aussi. Donc, le confinement nous a permis justement de travailler là-dessus. On a parlé tout au long de la journée un petit peu de la difficulté pour les artistes d'admettre ou de parler de leurs blessures, de leurs douleurs et de la peur que ça pouvait provoquer pour leur carrière ou pour les rôles. On en a parlé très vite aussi entre nous en réunion. Du coup, ma question, c'est peut-être dans l'autre sens. Comment vous, est-ce que vous avez réagi face à ça? Comment est-ce que vous avez déclenché des accompagnements auprès des artistes sur ces questions-là? Alors oui, je vais répondre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on a eu un abord de l'artiste par le soin. Donc, quand on se demande un soin, forcément, il y a une relation de confiance qui se met. Et c'est vrai que qu'on a commencé à réfléchir ensemble. On s'est dit c'était difficile. Et en fait, j'ai eu Aurélie tout à l'heure au téléphone, elle me dit mais tu sais JB, ça n'a pas été si difficile que ça parce que justement on est rentré par la petite porte à se dire voilà, en gros de quoi tu as besoin, comment est-ce que je peux faire pour te soulager ou pour faire en sorte que tu danses mieux, voilà, comment est-ce que je fais pour mieux te comprendre et tout. Et c'est vrai que là ça a été une période, une étape qui n'a pas été si difficile que ça. Voilà. Voilà. Après, tout de suite s'est posée la question du secret médical, à savoir est-ce qu'on donne ou non les informations qu'on recueille à la direction. Voilà. Ça, c'était la première vraie interrogation pratique qu'on a eue, voilà, qu'on a résolue en le disant simplement, en disant voilà, on vous fait signer tous une décharge disant que par définition, si jamais, sauf contre ordre, en fait, les données que vous nous donnez, s'il est possible qu'on les transmette à la direction, ou du moins au maître de ballet. Voilà. Ça, c'était la première phase. Et par contre, la phase qui a été un peu plus compliquée, c'était que, ok, on a soigné, on a soulagé, mais maintenant, comment entretenir? Comment faire en sorte de ne plus se blesser ou au contraire de lutter vraiment profondément contre les blessures? Et là en fait, c'était plus une évolution des mentalités, une évolution d'éducation, un détricotage de ce qui était fait pour l'instant. Voilà, qu'il a fallu faire, bon, bref, voilà, qui a été nécessaire. Voilà. Et voilà. Et donc c'était assez. C'est là où on a commencé à se dire ah oui, en fait, il y a quand même des idées qui sont bien ancrées et on a peut-être sous-estimé le besoin d'éducation éclairée, on va dire. Voilà. Et c'est vrai que là aussi. En gros, on arrivait, c'était nos premiers échecs, voilà, on arrivait avec nos gros sabots en disant c'est pas compliqué, voilà, tu es fatigué parce que, je te donne un exemple, tu es fatigué parce que tu dors mal, couche-toi à 20h et ça va aller beaucoup mieux. Voilà.
Voilà, et on nous a expliqué, ouais, c'est pas si possible que ça, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, on dit, bah voilà, c'est pas grave, couche-toi à 22h ou alors fais une sieste et tout. Donc, du coup, non, mais la direction, c'est pas possible. Alors là, on va voir l'administratif. Attends, c'est quoi ce rythme c'est quoi ce rythme de vie? Ok, très bien. Ok, on voit. Bon, comment est-ce qu'on gère? Ok. Et donc, du coup, là, on a dit, ben, oui, alors, c'est sûr que les siestes et tout comme ça, on va pas pouvoir le faire. Voilà. Par contre, on peut jouer sur l'alimentation. C'est-à-dire que au lieu d'avoir nos 3 repas traditionnels, on peut passer sur 4 à 5 repas, de manière à avoir moins un bol alimentaire qui se brasse et du coup être moins gêné en scène. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Je sens que je suis parti un peu loin là. Non, c'est très bien. Non, c'est parfait. Non, en fait, juste pour reprendre l'exemple sur les mentalités, le travail, en fait, on le fait dès le plus jeune âge, en fait. Déjà, on a la chance de travailler avec beaucoup d'écoles de danse, même avec des pré-professionnels, des conservatoires, même des amateurs. Il y a des amateurs qui peuvent faire 4 à 5 heures de danse par semaine parce que juste ils aiment ça. Et voilà. Donc l'idée, c'est aussi de les accompagner et de leur faire comprendre que la douleur soit plus un tabou, que la santé soit prise en charge dès le départ, en fait. Donc dès l'apprentissage, intégrer au-delà de faire ses classes, au-delà de qu'il y a une gestion de l'alimentation, qu'il y a une gestion du stress oxydatif, qu'il y a une gestion du surentraînement. Enfin voilà, ça doit faire partie du quotidien du danseur dès son plus jeune âge. En fait, c'est des paramètres qui doivent rentrer en compte dès le plus jeune âge. Donc c'est là où il y a tout un travail aussi qui est fait en amont pour voilà un peu distribuer la bonne parole. Oui, d'autant plus que ces solutions, elles existent déjà, elles ont déjà été explorées plus ou moins dans le sport et tout. Et c'est vrai que là, on travaille avec des artistes, donc du coup, ce sont des sportifs qui en plus doivent exprimer quelque chose, donc du coup, c'est sportif plus. Voilà. Mais dans ce milieu-là, c'est vrai que tout le concept de charge de travail, de surentraînement, comme ça, c'est des choses qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas été éduquées. Voilà. Et donc en revenant là-dessus, et c'est vrai que paradoxalement, là où ça marche le plus, c'est dans les conservatoires et dans les écoles de danse où les jeunes ils voient tout de suite le truc, ils disent maintenant je ferais plutôt comme ça, plutôt qu'un vieux danseur de la vieille qui se dit non, encore un truc à changer. Voilà. Ça peut aller de choses très basiques comme justement même chez les très jeunes, juste des cours d'anatomie. Ils n'ont pas forcément juste notion de comment est placée leur colonne vertébrale dans leur corps en fait. Et à partir du moment où on va leur expliquer, il va y avoir une prise de conscience qui est faite. Et le travail va être différent en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a ce discours du danseur, je connais bien mon corps, je sais gérer la douleur, etc. etc. Oui et non. Oui et non. Il faut lui apprendre justement le seuil à respecter. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'après, en fait, sur tout ce qui est... Là, Jean-Baptiste a parlé pas mal des protocoles de soins, mais il y a tout un travail qui est fait sur les protocoles de prévention pour éviter justement de tomber dans le soin. Et donc Aurélie et Jean-Baptiste ont développé un bilan qui est vraiment spécifique à la pratique de la danse pour que le danseur puisse, avant d'être blessé, savoir quelles sont ses forces et faiblesses, savoir ce sur quoi il doit travailler, savoir ce sur quoi il doit évoluer pour que il puisse danser le mieux possible, le plus longtemps possible et qu'il évite justement la blessure. Donc c'est tout ce travail-là aussi qui doit être fait, ce travail d'éducation, de changement de mentalité qui doit être fait et aussi la prise en compte donc, de tout ce qui est récupération après les spectacles par exemple. Il y a des structures comme encore une fois le Malandin Ballet Biarritz, ils ont le matériel pour pouvoir après un spectacle faire un bain froid, avoir des pistolets de massage, avoir des choses comme ça. Bon, l'intermittent, il n'a pas forcément ça chez lui, il n'a pas forcément ça à disposition. Voilà, donc c'est pareil. Comment est-ce qu'on peut travailler sur des salles, sur des structures pour qu'il y ait une salle de récupération par exemple qui serait mise à disposition pour les intermittents pour que après leurs soins, ils prennent un bain froid ou ils prennent un pistolet. Voilà. C'est des réflexions comme ça qui doivent être faites vraiment en amont pour éviter encore une fois de tomber dans des protocoles de soins mais rester dans des protocoles de prévention. Voilà. À ça, je rajouterais que oui, c'est tout à fait ça. Ouais.
À ça, je rajouterais que voilà, c'est vrai que le danseur, il se voit comme avant tout à travailler sa technique, mais néanmoins, il a aussi son physique à travailler et régler toute son hygiène de vie à côté. Et autant pour la technique, il y a beaucoup de professionnels qui sont hyper compétents pour le faire ça, les maîtres de classe, les professeurs. Autant pour le physique et l'hygiène de vie, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il suffit de remettre bien la balance au centre. Voilà. Un autre point qui, je pense, vous parlera, c'était par rapport au travail de réflexion sur les tournées, où quand on est rentré, c'était déjà un sujet vraiment hyper chaud de savoir quel rythme devaient prendre les tournées. Voilà. Ça va peut-être vous éclairer un petit peu de voir le travail de coopération qu'on pouvait avoir, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des prérequis, il y a un cahier des charges en disant cette ville-là, il faut qu'on les fasse et tout. Voilà. Néanmoins, quand on fait 220 dates par an, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui va casser, quoi, voilà. Donc assez tôt, Yves nous avait demandé par exemple de réfléchir à proposer un rythme plus ou moins idéal sur les tournées, en se disant combien de temps est-ce qu'on peut laisser un danseur danser, le mettre en tournée, le faire voyager à droite à gauche dans tout le monde, et ensuite combien de temps est-ce qu'il va avoir besoin pour récupérer, combien de temps est-ce qu'on peut calculer pour qu'il reste à travailler sur place à Biarritz. Voilà. Donc du coup on a commencé on travaille sur ça, sur ce rythme-là hyper important, et quand ça dépasse, quand ça déborde, du coup comment est-ce qu'on peut éponger la dette qu'on va créer, en fait, la dette physique qu'on va créer. Qui est-ce qu'on peut contacter pour quel kiné est-ce qu'on peut contacter dans telle ville pour pouvoir intervenir sur nos danseurs, ou au contraire est-ce que nous on peut pas y aller directement parce que là ça va être vraiment difficile comme fin de tournée. Je vais juste vous poser une dernière question avant d'ouvrir. Quelles sont les prochaines actions de la structure? Quel est le projet un peu développement de votre structure dans les années à venir? Et je prends une note. Oui, donc du coup, alors Sabine l'a évoqué un petit peu, mais le premier projet, ça va être de continuer à développer la pédagogie, tous les outils pédagogiques qu'on a mis en place avec nos danseurs, de manière à les diffuser vraiment sur un territoire beaucoup plus large, de manière à toucher beaucoup plus les intermittents, à toucher les écoles de danse, les centres de formation, de manière à limiter au maximum nos blessures. L'idée, c'est que les danseurs puissent être un peu plus autonomes, puissent se diagnostiquer plus facilement, et puis se dire ok, là en effet sur ce test je suis pas bon, comment est-ce que je peux m'améliorer. Voilà. Également dans un deuxième point, il y a tous les programmes de formation qu'on va venir essayer de détailler. Voilà. La première formation qu'on a fait s'est conclue vraiment par un franc succès, et donc ils se demandent tous le module 2, donc il va falloir qu'on réponde à leur desiderati. Voilà. Mais aussi c'était un galop d'essai, et c'est vrai que là maintenant on va pouvoir plus communiquer, et donc je pense toucher beaucoup plus de personnes. Voilà. Et enfin, mais il va falloir qu'on continue à répondre à nos questions, parce qu'on a plein de questions et on a assez peu de réponses au final, hein. Et donc il faut continuer à faire de la recherche. Voilà. En janvier, on a un super protocole sur le cardio qui va commencer. Voilà. Sur d'autres pathologies là, on a plein de sujets là sur des pathologies, des questions hyper fines là, dont on va voir bientôt les réponses. Et bien sûr, après, une fois qu'on aura nos réponses, c'est les diffuser, que ce soit par de la vulgarisation, par ces fiches, comme je disais, par la formation, ou aussi par la participation à des congrès professionnels. Et puis après, ça va être toute la recherche, tout le travail de réseautage en fait qu'on a déjà bien initié, qu'on poursuit via la formation, puisqu'effectivement là c'était une formation qui était ouverte aux médecins et aux kinés,
mais qui venaient de différentes régions. Donc ça permet de dire, si demain un danseur est à Metz et qu'il a un problème, il peut aller voir tel kiné qui est spécialisé dans la danse, par exemple. Ça va être aussi des partenaires. Là, sur le cardio-respi, on va travailler avec l'UPPA et l'hôpital de Bayonne, mais il faut d'autres structures avec qui travailler en parallèle sur ces programmes de recherche. Voilà, et puis aussi si d'autres partenaires pour tout simplement animer les ateliers de danse santé qu'on met en place et des structures donc, qui pourraient recevoir ces ateliers de danse santé. Voilà. Merci. On a encore 5-10 minutes pour des questions si vous en avez. Question toute simple, un peu technique. Et comment c'est structuré en fait le Dance Living Lab? J'ai entendu parler d'association, l'équipe médicale est salariée, vous êtes... comment ça marche? En fait, aujourd'hui, on est une association. On est en train de faire des demandes de financement auprès de la région, auprès d'aide publique, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a pas de salariés, en fait. Moi-même, en tant que coordinatrice, je suis bénévole, entre guillemets. L'idée, c'est effectivement de structurer mon poste pour pouvoir développer un petit peu... Donc voilà, ouais, on bidouille, on dort peu, et on bosse à côté pour pouvoir manger, tout simplement, quoi. Donc ça fait des grosses semaines, mais comme on y croit dur comme fer, on sait qu'on est dans le vrai, on s'accroche et puis voilà, ça devrait évoluer dans les prochaines semaines, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et après, effectivement, que ce soit Aurélie, Jean-Baptiste ou tous ceux qui interviennent, comme je disais, c'est un espace de coworking dématérialisé, donc les gens viennent en fonction des projets, ils sont en fait libéraux, ils gardent leur statut de profession libérale, de médecin, de kiné, voilà. Donc ils vont facturer des honoraires par exemple s'ils interviennent sur un protocole ou des choses comme ça. Là typiquement, pour vous donner une idée, sur le projet cardio-respi, l'hôpital de Bayonne va facturer en fait les tests. Voilà, parce que ça ne peut pas être pris en charge par la Sécu, on n'est pas sur du... Voilà. Donc il y aura facturation, donc il y aura recherche de fonds, il y aura implication de la région, de plein de l'administration publique. Non. Là, c'est comme une profession libérale en fait. C'est comme si vous alliez chez votre kiné, voilà. À la différence que à la différence que c'est ici et que voilà. Là, c'est pour ça aussi qu'on forme en fait les professionnels de santé, c'est que demain, au lieu d'aller voir le kiné lambda, le danseur va aller voir le kiné qui est formé en danse en fait. Comme il y a des kinés qui sont spécialisés en respi, en urogynéco, en ce que vous voulez, en course à pied, là maintenant il y a des kinés qui vont être spécialisés dans la danse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, donc je me posais un peu la même question, celle du modèle économique avec lequel vous travaillez. Donc ça fait 10 ans que vous travaillez comme ça, parce que ça fait 10 ans que vous Non, existez. ça fait pas 10 ans. L'association, elle bosse depuis, elle existe depuis un peu moins d'un an, depuis le début de l'année. Et en fait, ça fait combien d'années qu'on bosse ensemble? Ça fait une 11 ans. Ouais, ça doit faire à peu près qu'on bosse ensemble. Moi, en fait, quand j'ai quitté mon ancien boulot, on s'est rencontrés par le biais d'amis et il avait besoin de quelqu'un pour monter son cabinet pour toute la partie administrative et donc on s'est rencontrés comme ça. Et le projet de la danse, en fait, s'est fait petit à petit, quoi. Donc j'étais juste salariée, en fait. Faut voir les choses comme vraiment une construction petit à petit. Et le Dance Living Lab, c'est juste une étape, une marge de plus. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est rigolo. Mais il y aura une évolution là-dessus, certainement également. Et qu'est-ce que c'est la réaction du ministère de la Culture par rapport par rapport au centre santé? Ça les intéresse? C'est un modèle pilote? Je n'en ai aucune idée. Ah bon, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est d'abord une dynamique qui est locale, et ensuite qui a pour vocation de rayonner. Mais c'est sûr qu'il faut avoir des... on ne peut pas tout porter en fait, et c'est pas notre vocation de tout porter non plus. Et
on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais on anime, ou du moins on participe à un groupe de réflexion en France sur les questions de santé au niveau des danseurs. Mais là aussi, on est confronté en fait un petit peu à notre quotidien où c'est difficile. C'est difficile de prendre du recul et c'est difficile de répondre à toutes ces questions de manière conjointe et tout. Donc voilà. Pour l'instant, on est local et quelque part, on a déjà pas mal de travail à faire là-dessus. Mais au fur et à mesure, ça se développe. On intervient beaucoup au Centre national de la danse qui eux nous supportent beaucoup parce qu'ils croient en notre action et en notre modèle en fait. Enfin notre méthodologie, on va dire. Voilà. Et juste sur le territoire vraiment public, aujourd'hui, nos interlocuteurs dépendent plus de la santé que de la culture, clairement. Même s'ils sont, en tout cas au niveau régional, au courant de ce qu'on fait, même sur les actions de danse santé, c'est clairement l'ARS, entre autres, qui est au fait de tout ça. Donc c'est pour ça que la culture, je vous avoue, notre action, elle est de santé. Il se trouve qu'elle est pour les danseurs ou par la danse, mais on parle de santé avant tout. Patricia Houdin, de la direction de la culture à la région, justement. Alors, moi, je trouve qu'on ne peut pas forcément séparer culture et santé dans ce cas-là. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, il y a aussi une direction de la santé à la région, donc je ne sais pas par qui vous pouvez être aidé, ça c'est à voir. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie de dissocier les deux, même si effectivement que l'argent vienne de la santé ou de la culture, on s'en fiche, c'est la région. Par contre, moi, je trouve cette expérimentation particulièrement intéressante et certainement dupliquée. Alors j'aime bien votre idée de former des kinés. Moi je voulais savoir comment on pouvait vous accompagner à travailler peut-être d'abord sur la région Nouvelle-Aquitaine parce que c'est notre territoire de travail, parce que je pensais aux formations danse qui sont faites au niveau du PESMD qui forme le DE danse. Ça me paraît essentiel de sensibiliser ça, les jeunes qui se forment à ça, ou la licence danse. Et puis il y a quand même un centre de développement chorégraphique à Bordeaux, il y a un autre CCN, donc je me dis il faudrait peut-être qu'on travaille tous ensemble là-dessus, sur le développement, et peut-être que la Nouvelle-Aquitaine fasse figure de proue, et puis travailler aussi avec les écoles de kiné qui existent sur le territoire pour que vous puissiez... Alors c'est vrai que... oui. Avec grand plaisir. C'est un grand oui. Je le veux. Non, par rapport aux écoles de kiné, on travaille déjà avec des écoles de kiné. On les sollicite parce que pour des stages, c'est eux qui nous font énormément de bibliographie et on participe du coup à l'élaboration de leur mémoire pour l'obtention de leur diplôme d'État. Voilà. À noter aussi qu'on travaille aussi avec des écoles de STAPS, qui eux aussi c'est super intéressant parce qu'ils sont là on disait on est au carrefour entre c'est vrai qu'on disait on est au carrefour entre la santé et la culture, mais il y a aussi tout l'aspect sport. Et également la recherche. On est vraiment là-dessus et c'est vrai que du coup on arrive. C'est vrai que nous les premiers, on arrive assez peu à se définir, mais auquel cas, oui. Non, après, il faut quand même aussi. Les idées, c'est pas ce qui manque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est seulement en train de se structurer. Là, on est en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine pour avoir une aide à l'amorçage et justement création d'un demi-poste, etc., des frais de structure pris en charge. Et clairement, à partir du moment où on pourra aussi, se dégager plus de temps. Grâce à l'argent qu'on aura, on pourra développer beaucoup plus de projets, beaucoup plus de choses. Et bien évidemment, ça fait partie des projets que de travailler avec le plus d'écoles possible, le plus de centres de formation possible, le plus de... Et là, aujourd'hui, ce qui nous manque, clairement, c'est le nerf de la guerre. C'est tout simplement, l'argent pour pouvoir se structurer, pour pouvoir... un truc tout bête, mais la recherche, ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup de fonds. Et mais sauf que ces recherches de fonds, il faut avoir le temps d'en faire les demandes, il faut avoir le temps de monter les dossiers. Je ne vais
pas vous apprendre le poids des demandes, voilà. Donc là, on est vraiment à un carrefour au niveau de la structuration de l'association. On sait qu'il y a un besoin, on sait qu'on peut y répondre. Et là, voilà, clairement, d'ici la fin de l'année, la bascule se fera ou se fera pas pour pouvoir mettre en place les choses sur une échelle plus importante. J'ai travaillé tout la semaine dernière ici avec ce problème-là et je commence à être pas mal. Pardon. Non, je voulais bien juste compléter ce que vous disiez, parce que je trouve que le secteur de la danse est intéressant pour les autres secteurs du spectacle vivant. Il y a des représentants de plusieurs secteurs. Il se trouve que la danse s'est emparée des questions de santé sur le tard, mais qu'en revanche, elle s'en est emparée de manière assez efficace, du fait qu'il y avait une urgence, parce qu'il y avait une urgence de la blessure et d'une très mauvaise prise en charge de la blessure et des risques et des troubles psychosociaux aussi. Ce qui fait qu'on est à une étape de la structuration du secteur sur la santé et la danse qui, en fait, justement, comme disait JB, a des initiatives locales. C'est-à-dire qu'en fait, on a un pôle santé à Cannes, on a un pôle santé à l'Opéra de Paris, on a un pôle santé au Ballet Biarritz. Bon, je pense que c'est les 3 qu'on a, hein, si je ne me trompe pas, globalement. Et on a manqué de relais institutionnels, beaucoup. C'est-à-dire qu'on est allé beaucoup frapper aux portes du ministère de la Culture. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le secteur, donc on a frappé à beaucoup de portes, à la porte du Centre national de la danse. Et en fait, ça a mis beaucoup de temps avant que ces interlocuteurs institutionnels écoutent finalement ce qui est remonté du terrain, donc des danseurs, des directeurs artistiques qui s'intéressaient à cette question, des kinés, des médecins qui prenaient en charge les danseurs, pour finalement se dire c'est un sujet de préoccupation. Et du coup, ce passage d'une échelle d'initiative locale à une échelle nationale, elle demande beaucoup d'énergie, elle demande beaucoup de temps. Et en fait, c'est tout ce qu'on n'a pas. Elle demande des moyens financiers et elle demande une envie aussi de travailler ensemble. Et c'est pas évident parce qu'on a des acteurs qui ont des réalités très différentes, qui viennent de secteurs différents, qu'on a beau dire, mais le lien entre santé et culture, il n'est pas si simple à faire. Les médecins ont leur point de vue, les artistes en ont un autre, les directeurs artistiques aussi. Et tout ça, c'est très complexe en fait. Et notre secteur, la danse, et c'est vrai aussi pour les arts du cirque, est à la croisée effectivement de différentes choses. C'est vrai aussi pour le théâtre, c'est vrai aussi pour les chanteurs lyriques. Voilà, je pense que je voudrais pas être pessimiste parce que j'y crois. Après, quand ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus et qu'on voit que les portes sont toujours fermées, il y a de quoi être un peu pessimiste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est complexe comme architecture et c'est très très complexe de passer de ce niveau local à un niveau, à une ambition nationale où les acteurs collaboreraient ensemble. Donc je pense que c'est vraiment la prochaine étape. Oui, tu as tout à fait raison. C'est sûr qu'ensemble on en parle beaucoup et tout, et il y a plusieurs approches. C'est vrai que nous, la nôtre, clairement, et on n'ira pas plus loin. C'est sûr que ça va. Enfin, aujourd'hui, on est vraiment sur d'abord qu'est-ce qu'on peut changer ici avec nos danseurs, localement et tout. Et ensuite, en effet, l'idée c'est de faire tache d'huile. En fait, nos meilleurs ambassadeurs là-dedans sont les danseurs. Ce sont les danseurs qu'on voit qui sont en meilleure santé, qui s'expriment mieux. Nos maîtres de ballet qui transpirent un petit peu moins, se dire qui c'est que je vais mettre sur le casse B parce que de toute façon ils sont tous pétés. Voilà. La direction qui se dit bon, ok, on souffle, ça va le faire, on va arriver à faire nos tournées. Voilà. Là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo, encore une fois, entre les intermittents et les danseurs qui vont être salariés. Parce que forcément, les salariés vont avoir une structure porteuse d'un projet. Donc, forcément, ça aide, bien évidemment. Après, c'est là où, effectivement, le danseur est le meilleur des ambassadeurs concernant les problèmes de soins et de prévention de santé. Voilà, parce que les intermittents se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes de santé. Donc là, c'est comment leur permettre d'accéder à nos connaisses, à nos recherches, à notre réseau, trouver un bon médecin, trouver un bon... voilà. Et puis, c'est petit, voilà, c'est la révolution par la base en fait. Moi je dis souvent, voilà, où par exemple avec Agathe, c'est vrai qu'on a un projet là qui est toujours en cours dans les cartons depuis pas mal de temps d'un diplôme universitaire sur la santé du danseur. Et on rêverait tous de pouvoir tous aller faire un diplôme universitaire, d'être super calé sur 2 ans, un truc comme ça. Mais c'est sûr que pour l'instant, ce que tu sais, cette lenteur, cette inertie et tout est hyper difficile à mettre en œuvre. Donc du coup, nous. On a choisi de commencer tout petit en disant on va former quelques personnes pour voir déjà si ce modèle-là peut fonctionner et si derrière on peut l'élever en effet à ce niveau universitaire.
Et après, on beaucoup d'espoir en fait dans tout ce qui est centre de formation pour que justement ce soit un changement, que ce soit dans les mentalités dès le départ en fait. À partir du moment où un enfant à 12 ans dit papa, maman, je vais être danseur plus tard, je veux m'inscrire, il faut que ce soit pris en charge dès sa formation, de se dire voilà, tu vas apprendre, tu vas faire différentes classes, tu vas apprendre comment entretenir tes chaussons, tu vas apprendre comment, mais aussi parler de santé, parler de soins, parler de prévention, etc., etc. Changer vraiment à la base en fait les choses. Et c'est vrai qu'avec le travail qui est fait, que ce soit avec le conservatoire ou dans les centres de formation, etc., etc., là on se dit que ça peut être ici ça marche. Ici ça marche en tout cas. Je vais juste je vous propose qu'on prenne encore je sais pas combien de questions qui étaient en suspens. 2 questions. On va encore prendre je suis désolée 2-3 questions max pour qu'on puisse conclure pas trop tard la journée, d'accord? 3. Une question rapide par rapport au travail que vous faites avec le Malandin. Est-ce que vous avez fait des adaptations sur les lieux de représentation et les lieux de répétition, notamment les planchers dont parlait Dominique tout à l'heure? Alors les planchers, c'est sûr que quand vous avez la compagnie qui tourne, la première chose que quand vous les revoyez, ils disent ce théâtre était super bien parce que le plancher était top, et au contraire ils vont dire non là c'était casse-jambes, pas possible, voilà. Par rapport au plancher, en fait, mais ça il faudrait voir plus avec la technique. On a pas mal travaillé sur le lino, voilà, sur la qualité d'une lino et tout comme ça. Il y a des préférences par rapport à ça, voilà. Et après essentiellement c'est sur la récupération. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, on a notre blacklist des théâtres où on sait que ça va être difficile, et donc du coup on augmente le niveau de récupération sur ces théâtres-là. Et clairement après au niveau des changements au sein donc des locaux, c'est que maintenant il y a un pôle médical en fait, avec une salle de soins, avec une salle où ils peuvent faire leurs exercices, et avec du matériel de récupération. Il y a eu des investissements qui ont été faits sur le matériel de récup pour les danseurs. Et après l'autre truc par rapport aux tournées, si on y vient, c'est que on s'est dit que nous aussi on avait le droit de faire nos rockstars, et du coup on a demandé un gathering de l'espace pour arriver à avoir des choses qui soient de qualité en fait, et aussi éco-responsables d'ailleurs, en disant voilà, on veut plus avoir de bouteilles d'eau, on va avoir juste des gourdes. Voilà, on a nos gourdes, donc on vient avec nos gourdes, donnez-nous de l'eau, ça suffira. Voilà. Et après sur la qualité nutritionnelle aussi des gatherings, voilà, par contre il y a la liste, et on ne déroge pas de la liste, quoi. Voilà, pas de gâteau. Du chocolat mais pas des gâteaux. Voilà. Vous aviez une question? Ouais. En fait, j'avais une question pas directement à vous, mais en tout cas, je suis ravie d'être venue aujourd'hui, puisque c'était venu pour ce que vous faites actuellement pour les danseurs. Moi, je le cherche pour moi en tant que chanteuse, comédienne un peu moins, mais chanteuse sûrement. Et donc, je suis ravie aussi parce qu'Aurélie Juret est le médecin qui me suit. Mais j'ai des questions pour le chant, et en fait, là j'ai une grande question pour l'agence culturelle de la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pourriez organiser une journée comme celle-ci, mais spécifiquement pour les musiciens et les chanteurs? Je pense au conservatoire de Tyros, puisque je suis des Landes et qu'il y a le Land Musique Amplifiée à côté, Pôle Sud, tout ça. Et inviter des gens comme vous pour partager leur expérience, inviter des kinés du coin, des médecins et des gens qui encadrent les musiciens au conservatoire, et des musiciens qui sont du coin pour faire ce genre de journée-là, parce que moi, c'est que personnel pour l'instant, mais je pense que si j'avais un kiné qui me suit tous les soirs quand je rentre de concert, je serais heureuse. Et je retiens selon le sol, la récupération n'est pas le même, parce que moi, selon le sol, j'ai pas mal au dos pareil, selon mes chaussures, j'ai pas mal au dos pareil, etc. Donc je demande officiellement à monsieur le directeur aujourd'hui d'organiser une autre journée comme ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que cette journée, c'est un peu le début d'un cycle de travail et de réflexion qu'on a autour de la santé au travail, qui va comporter plusieurs choses. Quant au contenu spécifique des prochaines journées, là on était déjà sur celle-là qui est notre première. Et on verra au fur et à mesure aussi en fonction des retours. Mais votre demande est notée et on verra. On en parlera en équipe. Merci. Il y avait une dernière là. Il y a une dernière question. Et oui, mais je comprends bien. Mais on va approcher de l'heure de fin. Alors, encore une question. Et après, peut-être qu'à l'extérieur. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un petit mail ou nous appeler si vous avez justement des questions, des besoins. N'hésitez pas. On va prendre une petite dernière et puis ce sera la dernière. Oui, une dernière. Ouais. C'était une question au niveau pour les intermittents. Du coup, vous avez réussi à mettre tout ça en place du coup pour les danseurs du CCN et du coup pour les intermittents qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'avoir toute cette préparation physique sur l'alimentation, toutes ces questions sur le stress que je trouve hyper intéressantes et qu'il y a seulement la chaîne YouTube ou des cours, mais est-ce que c'est possible déjà d'avoir accès à tout ça gratuitement pris en charge par les intermittents, et si ça n'est pas possible, est-ce que c'est possible d'en faire une mission du CCN d'avoir cette formation-là pour le territoire? Alors, je pense que ceux qui vont mieux te répondre, ça va être ceux qui sont derrière toi. Ça, c'est comment passer une patate chaude. Non. Cela dit, voilà, on est avec le Malandain Ballets Biarritz et le conservatoire, on est en train de réfléchir, de mettre en place ce on va appeler l'entraînement régulier du danseur. Donc, arriver à structurer 2 cours par semaine, 2 classes par semaine, une classique et une contemporaine, avec que les intermittents, les étudiants, on va dire plus, les profs de danse également, qui ont besoin de se rafraîchir, de se réinspirer un petit peu, voilà, et dans lesquels il est question aussi d'aborder toutes les questions de santé, de prévention, voilà. Ça, et après, dans tous les cas, et c'est aussi l'idée avec la formation, que ce soit le kiné ou le médecin qui est spécialisé donc, sur les protocoles de prévention et de soins des danseurs, en consultation pourra vous aiguiller sur vos besoins. Ça fait partie de leur mission également en tant que professionnel de santé. Donc voilà. Oui, parce qu'après tout ce qui est soins et tout, il faut bien se dire, voilà, c'est des séances de kiné, c'est prise en charge cursus normal d'assaut. L'alimentation, la préparation physique, le kiné, je sais que c'est pris en charge, mais c'est plus la préparation physique qui n'est pas forcément pris en charge, et toutes ces questions sur le stress et l'alimentation que j'ai pas eu dans ma formation et qui sont pourtant très importantes. Peut-être un élément de réponse du Malandain. Moi, juste pour préciser, bonjour, Yves Cornuan, je suis directeur délégué. On est au début de quelque chose. Moi, je vois déjà de nombreux danseurs intermittents venir rencontrer JB, le staff médical, etc. On commence un très beau partenariat avec le conservatoire et je pense qu'on est au début. Oui, on va mettre tout ça en place. Mais on est plutôt dans le faire et avancer. Donc on avance ensemble, culture, enfin danse, santé, ensemble. Deux jambes qui avancent pour que le corps puisse suivre. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions et puis on va juste conclure cette journée par 2 mots. Merci beaucoup à vous deux.